Merci Babacar Mbodj, merci également Abdourahmane Ngom à la réalisation Seynabou Keïta. Nous recevons aujourd'hui à l'ITV cette émission culturelle L'E-Culture, un romancier, Abdoul Edouard Dia, romancier et également banquier international et qui est diplômé dans beaucoup d'écoles, de hautes écoles en France, de grandes écoles, et ensuite diplômé à Harvard Business International aux États-Unis d'Amérique. Il nous a proposé un roman assez intéressant intitulé Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton. Et bonjour, Abdoul Edouard Dia, merci d'être venu à cette émission culturelle L'E-Culture. Merci beaucoup. Merci, M. Cissé, d'avoir eu l'amabilité de m'inviter sur votre plateau. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de parler un petit peu de littérature et de mon premier ouvrage. Voilà. Et cet ouvrage, Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton, pourquoi ce titre? Alors, pour paraphraser le protagoniste principal du livre, à qui on avait posé la même question, des personnages avaient posé la question, il dit qu'il ne connaît pas Hermès, mais tout ce qu'il sait, c'est que c'est la marque préférée du foulard de sa mère. Donc, bon, ceci est une petite parenthèse. Non, si vous voulez, Hermès, bien sûr, est un dieu grec. C'est un dieu grec, c'est le dieu, entre autres, des voleurs même, des commerçants, mais également le messager des dieux, le messager de son père, le dieu Zeus. Donc ça, c'est, si vous voulez, le Hermès officiel qu'on connaît. Mais dans le monde ésotérique, je dirais, dans le monde un petit peu, voire même occulte, dans le monde de l'alchimie, les tenants, en tout cas, de ces sciences reconnaîtront certainement Hermès Trismégiste, qu'on appelle Hermès Trismégistos, qui est la figure tutélaire de l'alchimie. L'alchimie étant cette science du Moyen-Âge qui avait pour prétention de transmuter le plomb en or. Donc, ce Hermès Trismégiste, c'est la figure tutélaire, c'est le père un peu de cette alchimie. Et l'alchimie, de là, ont découlé beaucoup de sciences ésotériques, etc. Voilà. Alors, ce livre, nous en parlerons tout à l'heure certainement, si vous voulez, parle de plusieurs choses. Et entre autres, va de titre. Qui est un vendeur de charbon, un vieil illettré, et sa rencontre avec Tcherno, qui est mathématicien de renommée, et l'illettré qui rencontre le mathématicien et qui demande même au mathématicien de le rejoindre dans son lieu de travail, et on sait dans des conditions difficiles, parce que son visage est toujours plein de sueur et de poussière, etc. Quel est l'intérêt de cette rencontre-là, ce que vous avez? Est-ce que le mathématicien est à la quête du savoir, de ce savoir endogène, d'autres savoirs ésotériques, etc., ou bien? Alors, justement, vous avez soulevé là, justement, l'essence du livre. Ce livre, si vous voulez, est un lieu de rencontre d'objets, de choses, de personnes, de civilisations, de cultures totalement différentes et opposées. C'est un petit peu, si vous voulez, une thématique essentielle de ce livre. Comment des choses, des gens différents peuvent se rencontrer pour donner naissance à quelque chose. Pendant toute la rédaction du livre, j'avais en tête cette citation de Pierre Teilhard de Chardin, qui fut un prêtre philosophe de la fin du 19e siècle, et qui disait que tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte converge. Alors, ce livre, si vous voulez, c'est une aventure romanesque, c'est un roman, une fiction
construite autour d'une intrigue qui fait appel à des choses différentes, qui fait appel à la science, à la philosophie, à l'histoire, au romanesque. Si vous voulez, il y aura des fils qui vont se nouer comme ça. Sek Baraya est un charbonnier, vieux charbonnier, inculte, tout sale, tout crasseux, tout dépenaillé, et qui rencontre de manière inattendue, Oui. étrange, mystique même, un scientifique, un mathématicien de renom, de Tcherno. Et de cette rencontre, justement, ce compagnonnage va naître quelque chose de beaucoup plus grand. Tcherno découvrira qu'il doit aller à la quête d'un secret vieux de 3000 ans, qui remonte à l'Égypte ancienne, du temps du pharaon. Des religions monothéistes. Et justement, ce secret va lui faire parcourir le monde. Il rencontrera des personnages différents, des cultures différentes. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, de la rencontre entre une histoire beaucoup plus riche, qui débouchera sur la divulgation de certains secrets que laisse le lecteur. La référence à Akhenaton, est-ce que vous, scientifiques, vous êtes versé dans l'histoire par amour, vous êtes féru d'histoire, féru même de philosophie. Est-ce que c'est pour cela que vous évoquez Akhenaton maintenant pour le public qui était Akhenaton? Et Cheikh Anta Bock écrit sur l'Égypte qui peut être notre référence en termes d'ancienneté. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je pense que c'est par commodité pédagogique ou par simplicité tout simplement de langage qu'on fait des distinctions entre, si vous voulez, sciences dures, mathématiques, physique, chimie, histoire, philosophie. Vous savez, tout ça revient à la même chose. C'est juste la connaissance. Et d'ailleurs, les anciens à l'époque, les plus grands philosophes étaient souvent des mathématiciens. Et inversement, Leibniz, Thalès de Milet, Newton, tous ces gens-là étaient en même temps philosophes, mathématiciens, physiciens, vous voyez, Léonard Euler, tous ces gens-là. Donc, si vous voulez, je ne vois pas la connaissance comme, si vous voulez, des cas séparés. Pour moi, tout ça fait partie d'un même tout, qui est la connaissance. Alors, pour en revenir à votre question sur Akhenaton, comment dire, Akhenaton est un pharaon très particulier dans l'histoire de l'Égypte. Akhenaton a été le premier pharaon à vouloir unifier les différents cultes qui existaient dans l'Égypte. Avant lui, il y avait des différentes divinités. Il y avait le dieu, évidemment le dieu du soleil, qu'on appelait Amon-Ra. Oui. Il y avait le dieu des sciences, qui s'appelait Djehuti. Il y avait le dieu de la mort. Il y avait, si vous voulez, plusieurs divinités. Et si vous voulez, l'équilibre civilisation, l'équilibre culturel, l'équilibre religieux égyptien était fait dans justement le culte de ces différents dieux, ces différentes divinités. Akhenaton a été le premier qui a voulu unifier tous ces dieux en un seul. Donc il a dit qu'il existait un dieu unique qu'il appelait Aton. Le dieu Aton, de Amon, on est passé à Aton. Donc il a réunifié tout ça et il a voulu que son peuple en fasse de même. Donc, il a fait la première révolution culturelle monothéiste au monde, en fait. Ça a été le premier qui a voulu unifier toutes les déités pour en faire un seul Dieu. D'ailleurs, Akhenaton, son vrai nom, c'était Neferheperure. Et il a changé en Akhenaton, qui veut dire celui qui suit Aton, le dieu Aton. C'est le dieu du soleil. Et comme le soleil est là pour tout le monde, il éclaire tout le monde, il a dit que tout le monde devrait justement profiter de la lumière du soleil. Donc il a fait une véritable révolution. Mais évidemment, vous pouvez comprendre que le clergé égyptien n'en voulait pas. Parce que le clergé, justement, avait ses privilèges, avait ses croyances, et le peuple aussi avait ses croyances en plusieurs dieux. Vous voyez, en gros, ils cassaient leur business, pour parler pour le langage aujourd'hui. Et si vous voulez, l'Égypte a été sujette à des turbulences importantes, parce qu'il y avait les tenants de l'ancien dieu Amon, des dieux et des sous-dieux, et ceux qui suivaient Akhenaton. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il y avait vraiment un tumulte en Égypte, il y avait vraiment beaucoup de problèmes internes. Akhenaton a d'ailleurs transféré sa capitale
de Thèbes, l'ancienne capitale, dans une nouvelle capitale qui s'appelait Amarna. Il a créé une nouvelle capitale il a vraiment tout changé, tout changé. Et à sa mort, évidemment que les gens sont revenus aux anciens dieux. Et celui qui lui a succédé, c'était le fameux Toutankhamon, qui était son fils Toutankhamon. Et d'ailleurs, Toutankhamon s'appelait avant Toutankhaton, parce qu'il suivait comme son père Aton, de Dieu Aton. Mais après, les prêtres sont revenus à la charge et ils ont réimposé l'ancienne croyance d'Amon. Il s'est appelé maintenant de Toutankhaton, il est devenu Toutankhamon. Vous voyez? Et donc les anciens dieux, si vous voulez, sont revenus. Et sur les stèles égyptiennes, d'ailleurs, Akhenaton, on a effacé son visage. On a voulu l'effacer, comme celui qui a été le premier pharaon, si vous voulez, qui a voulu imposer une déité unique, contraire aux mœurs et à la culture égyptienne. Ouais. Donc voilà qui était Akhenaton. C'est le premier, vraiment, pharaon qui a voulu unifier, créer un dieu unique. Ouais. Alors, dernière chose, juste pour en terminer, vous savez que Akhenaton a laissé des écrits, des poèmes normalement, des poèmes. Et vous serez surpris de voir que sur un de ces poèmes, il y a des choses qui ressemblent beaucoup étrangement à la sourate Ikhlas dans le Coran. Où il parlait Ikhlas parle du Dieu unique, en réalité, c'est ça Ikhlas. La confiance en un Dieu unique. Eh bien, les écrits d'Akhenaton parlent de choses assez similaires justement en ce Dieu unique. Donc vous voyez que c'est un pharaon qui est exceptionnel dans l'histoire de l'Égypte. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais à vous entendre parler, peut-on dire que vous êtes un disciple de Cheikh Anta Diop? Parce qu'à vous entendre parler, vous confortez à ce qu'on dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Alors, il est clair que historiquement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je pense que personne aujourd'hui ne le nie. Le premier homme, et en tout cas le premier hominidé, est venu d'Afrique. Et il est sorti d'Afrique. Les analyses ADN même le confirment aujourd'hui. Alors, disciple de Cheikh Anta Diop, d'abord c'est un personnage qui est exceptionnel dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de l'Afrique déjà, dans l'histoire de notre pays. Extrêmement respectable, qui a dû travailler dans des conditions très difficiles pour imposer justement, ou en tout cas pour faire reconnaître une certaine idéologie. Et en cela, c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement respectable. Je n'irai pas jusqu'à dire disciple, parce que si vous voulez, il y a un côté revendicatif dans lequel je ne me reconnais pas forcément. Mais ça, c'est plus sur la forme que sur le fond. Mais l'Égypte, évidemment, a joué un rôle extrêmement important dans notre histoire. Mais tout comme d'autres peuples ont joué des rôles importants dans notre histoire. On parle de l'Égypte, mais des peuples tout aussi anciens, les Nubiens, par exemple, aussi. Même chez nous, ici, en Afrique de l'Ouest, nous avons des populations extrêmement importantes qui ont aussi beaucoup apporté à l'humanité. Nous sommes le résultat aujourd'hui d'un gros métissage où l'Égypte joue un rôle particulier, mais où d'autres également ont dû apporter leur ferment. Oui. Maintenant, pour revenir au livre, si on vous disait que votre approche est un peu hermétique, et j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit, ce livre-là est un hymne à la tolérance. Oui. Et dans un monde en pleine mutation, dans un monde en proie à des violences inouïes de toutes sortes, et vous proposez ce livre, comment expliquez-vous que ce livre est un hymne à la tolérance? Oui. Effectivement, ce livre, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en écrivant ce livre, j'ai eu en tête toujours cette phrase de Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Comment dire, de par mon histoire personnelle, de par ce que j'ai vécu, de par ce que je vois dans le monde aujourd'hui, je pense qu'il est important de noter les différences que nous avons tous les uns et les autres, parce que nous sommes tous différents déjà comme êtres humains, individuellement, ensuite dans nos familles, ensuite dans nos sociétés, ensuite dans notre pays. Mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver les points communs pour vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si vous voulez, mon histoire personnelle, je suis né en Europe d'une mère européenne et je suis de père sénégalais.
Je suis né en Europe, mais j'ai grandi au Sénégal. Ma mère est chrétienne, mon père est musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Ma mère ne parlait pas ni le Wolof ni le français, etc. Votre maman est roumaine. Elle est de la Roumanie, voilà, et je suis né là-bas. Mais j'ai dû vivre dans tout ça. Moi, je parlais roumain chez moi, avec ma mère. Je parlais Wolof dans la rue. Je parlais tout couleur chez ma grand-mère. Et je parlais français à l'école. Il y a des semaines où j'apprenais le Coran les mercredis. Et le samedi, j'allais au catéchisme parce que j'ai fait l'école Sacré-Cœur. J'ai grandi au Sénégal. J'ai fait mon bac ici. Mais j'ai fait toutes mes études et une bonne partie de ma carrière en Europe. Cela ne m'empêche pas d'être un Sénégalais, d'être un Européen, de parler la langue que je parle. Et je vis très bien comme ça. Et je ne comprends pas ce monde où on me demande de choisir. C'est comme si on me demande de choisir entre mon bras gauche et mon bras droit. Souvent, on me demande, êtes-vous européen ou êtes-vous africain? Mais je suis les deux. Ouais. Mais le monde, je pense qu'il devrait être comme ça. On est le produit de choses différentes. Ouais. Apprenons à trouver les liens, les points communs, où on peut vivre tous ensemble, et il est possible de le faire. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu ça, ce livre, et un peu autour de ça, si vous voulez. C'est un peu le... Absolument. Donc, vous êtes un citoyen du monde. Et ça me rappelle ce que Senghor disait, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et Saint-Exupéry de renchérir, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et effectivement, le monde actuel a besoin de vivre ensemble, d'un monde de tolérance. Et il y a le chanteur de la Kabylie, Idir, algérien, qui disait plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Et donc, dans un journal qu'on peut citer, Patrimoine, leur slogan, c'est la culture humanise le monde. Et donc, vous écrivez pour contribuer à la valorisation de la tolérance à travers le monde. Absolument. Alors là, vous avez vraiment, comme on dit en anglais, you nailed it. C'est-à-dire que vous avez vraiment, vraiment touché du doigt, vraiment le fond du message, s'il y a un message à travers ce livre, si vous voulez. Et vous y êtes complètement. Tout ce qui peut participer à faire que les gens cohabitent et vivent ensemble, je crois, est important. On vit dans un monde extrêmement polarisé, vous voyez. Et d'ailleurs, même pour ce que vous avez parlé du président Senghor, lui-même parlait du rendez-vous, du donner et du recevoir. Je cite d'ailleurs même dans ce livre. Si vous voulez, voilà, la trame du livre, à travers les méandres philosophiques, scientifiques, historiques, romanesques, si vous voulez, tend à cela, voilà. Mais encore une fois, ce livre n'est pas un pamphlet, il n'est pas un pamphlet, il n'est pas revendicatif. C'est une histoire, c'est une fiction qui est racontée, mais en filigrane, si vous voulez, il y a cela, ce héros qui est multiculturel, qui appartient à différentes civilisations et qui les vit très bien, et qui a un cheminement intérieur qui le mène justement vers cette tolérance et vers ce syncrétisme où, encore une fois, pour citer toujours Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Absolument. Et ce qui est intéressant, donc, vous, votre passion, votre envie, effectivement, de transmettre les messages, de porter votre regard sur le monde, votre vision du monde. Et j'ai bien aimé, dans certains chapitres, vous citez Pablo Neruda. Et je cite ce Pablo Neruda que vous avez évoqué dans le livre. Il meurt lentement, celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux. Il répare les cœurs blessés. Donc la passion. Je pense que c'est un moteur très important dans une vie. Je pense que pour aller loin, pour faire de grandes choses, réaliser de grandes choses dans une vie, il faut avoir de la passion dans ce qu'on fait. Ouais. Et la passion est mue par certains moteurs, différents moteurs dans une vie. Mais la passion, si vous voulez, à mes yeux, c'est cette chose irrationnelle, incompréhensible, mais qui vous donne la force, qui vous donne le moteur d'aller plus loin que ce que votre cerveau pense que vous pouvez aller. Vous voyez, c'est aller au-delà de ses limites. C'est la passion qui est ce moteur qui nous permet d'aller là-bas.
La Absolument. passion peut prendre différentes formes, évidemment. Mais oui, absolument. Et en cela, Pablo Neruda est tout à fait indiqué. Hein, il est tout à fait indiqué pour... Oui. Oui, tout à fait. Donc, en plus de la passion, quand on dit rien de grand ne se fait sans passion. Mais vous êtes aussi dans l'action en citant encore Pablo Neruda dans le chapitre 3 du livre. Il meurt lentement celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'en fuit les conseils sensés. Absolument. Donc, des risques, il faut prendre des risques et entreprendre et agir. Mais complètement. C'est-à-dire que, bon, évidemment, sans rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais il est clair que lorsque vous demandez des conseils à des gens de manière tout à fait légitime et tout à fait normale, des gens d'expérience, on vous donnera toujours le conseil où vous prenez le moins de risques. C'est souvent la norme, parce que les gens sont bienveillants, évidemment. Ils veulent vous éviter beaucoup de problèmes, etc. Donc, ils vous diront, pour parler un peu en Wolof, mais vous savez, dans la vie, à force de faire doucement, à force de def ndank, vous n'allez nulle part. Il y a des moments où il ne faut plus écouter les conseils sensés, comme dit Pablo Neruda, les conseils qui sont certes sensés, mais suivez votre passion, faites ce que vous avez envie de faire et vous verrez. Peut-être que ça n'aboutira pas. Peut-être que vous ferez des erreurs. Peut-être. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie aussi. S'il faut toujours être dans la ligne médiane où il ne faut faire que des choses sensées, mais à ce moment-là, on n'a qu'à remplacer les êtres humains par l'intelligence artificielle. On n'a qu'à mettre des robots, tout simplement, qui prennent le moins de risques possible. On devient un programme informatique. On est plus que ça. La passion, justement, c'est la différenciation entre un programme informatique et un être humain. Voilà. Et je rappelle qu'il y aura une grande cérémonie de dédicace pour le livre Hermès T ou le secret ou l'ultime secret d'Akhenaton d'Abdoul Edouard Dia. Et ce livre sera lancé officiellement en mi-septembre ici à Dakar. Et ensuite, c'est votre premier roman. Il y a une série qu'on pourra attendre également. Oui, effectivement, c'est mon premier roman. Comme vous l'avez indiqué, nous ferons une séance de dédicace le mois de septembre. En réalité, la dédicace... Certainement aux 80. Oui, aux 80. Ouais. La séance de dédicace aurait dû se faire avant, mais bon, la première commande de livre qui a été faite par la librairie 80 est partie très vite. Il n'y a plus de livres disponibles, c'est en rupture de stock. Donc il faut renouveler le stock si vous voulez, que le livre puisse être là et que les gens puissent avoir accès au livre. Mais dès que ce sera fait, on communiquera la date exacte. Mais effectivement, il y aura une séance de dédicace où j'aurai beaucoup de plaisir à partager avec le monde de la littérature, les gens du monde de la littérature, avec les lecteurs, avec les journalistes, avec la presse. Ce sera un grand plaisir, vraiment. Alors, s'il y aura... Oui, bien sûr, je ne vous cache pas que j'ai commencé à entamer la rédaction d'un deuxième roman, mais j'attendrai un petit peu, si vous voulez, qu'avec ce roman, voilà, de voir un petit peu comment ça se passe avec ce roman, le lectorat, etc., avant de publier un deuxième, probablement l'année prochaine. L'année prochaine. Ah, ok. Donc vous avez cette passion d'écrire et pour partager vos idées, vos expériences au grand public. Et d'autres sujets captivants ont été abordés dans cet ouvrage que vous avez envie de partager? Oui. En résumé, hein, parce qu'il faut que l'association des éditeurs, l'association des écrivains, le collectif des critiques littéraires au Sénégal, etc., sont invités à cette cérémonie de dédicace. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, il y a tellement de choses à dire. Il y a vraiment, si vous voulez, ce livre, c'est un livre qui comporte plusieurs livres. Ouais. Je vous ai dit qu'il y a une partie historique. Historique. On aurait pu parler de l'Égypte ancienne, on aurait pu parler de la civilisation égyptienne pour 300 pages. Les sciences, on parle de sciences, je parle de mathématiques dans ce livre, par exemple. Certaines choses très très simples. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails un peu techniques, mais on aurait pu écrire beaucoup de choses là-dessus. Sur la philosophie, il y a des philosophes sont cités dans le livre. Vous voyez, on aurait pu écrire beaucoup de choses. La romance, il y a une très belle histoire d'amour dans ce livre, justement, entre le héros principal, Tierno, et une femme qui rencontre, mais je ne vais pas aller plus loin. Dans l'ésotérisme, par exemple,
les différentes ésotériques. Par exemple, Sek Baraya. Oui, Sek On Baraya. aurait pu me demander, mais c'est qui ce Sek Baraya en réalité? Charbonnier. Qu'est-ce qui a inspiré ce Sek Baraya? Eh bien, vous savez, hein, cette histoire n'est pas née de nulle part. N'est pas née de nulle part. Peut-être que vous connaissez certainement le grand soufi musulman, l'imam Ghazali. Razan, Voilà, oui. l'imam Ghazali, Mhm. qui est décédé au XIIe siècle, 1111, quelque chose comme ça à peu près. L'imam Ghazali fut un très grand docteur de la théologie à l'université du temps du calife des Abbassides. Et il était un très grand monsieur, tout le monde venait le consulter, il donnait des cours à l'université, etc. Et il a eu une crise mystique. Il a eu une énorme crise mystique. Il s'est réveillé un beau jour, il s'est dit, mais moi, je sais beaucoup de choses sur tout ce que j'enseigne, mais est-ce que c'est vraiment ça, l'essence vraiment de ce que je cherche de la spiritualité? Il a tout remis en cause, il a tout arrêté. Et pendant 10 ans, 10, 11 ans, il s'est arrêté et il a cherché la vraie philosophie. Et celui qui l'a inspiré pour aller plus loin c'est quelqu'un de totalement inattendu, son Sek Baraya à lui, qui a existé. Les connaisseurs des sciences soufiques, du tasawwuf, vont certainement reconnaître ce dont j'ai voulu parler. Mais effectivement, il a une crise mystique et il a eu son Sek Baraya à lui, exactement. Et d'autres, Blaise Pascal, même chose. Il a eu la même Blaise chose avec Pascal. sa crise mystique. Beaucoup de grands écrivains ont eu des crises mystiques aussi, qui ont remis en cause beaucoup de choses. Voyez, et qui ont toujours eu un personnage iconoclaste, non standard, qui ne vient pas de leur monde, et qui, par une vision différente des choses, leur a montré, leur a fait voir des aspects qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont pu, mais c'est comme ça. Au fond, est-ce que quelque part, nous tous, on ne cherche pas notre Sek Baraya? Ah oui, ça c'est important. Et donc un livre intéressant hein, où l'histoire, l'amour, l'ésotérisme, la science s'y mêlent, se côtoient. Et ça c'est intéressant. Et le livre de Abdul Edouard Dia, Hermès T, ou l'ultime secret d'Akhenaton. Et on est à la fin de l'émission. Et je rappelle qu'avec l'assistance des étudiants en communication de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Salimata Niang, Fama Sarr, Khady Diop, Abdassi, et qui ont assisté à l'émission. Et monsieur l'écrivain, maintenant, voilà, votre dernier mot. D'abord, c'est la joie, le plaisir vraiment d'avoir partagé ces quelques minutes d'entretien avec vous également, pour parler du livre. C'est certainement le premier d'une beaucoup plus longue série. J'ai été banquier dans une autre vie pendant 30 ans. J'ai arrêté pour me consacrer à la littérature, qui a toujours été, si vous voulez, un peu mon violon d'Ingres, mais qui était enseveli, enfoui sous les besoins de la vie de banquier. Mais en tout cas, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, avec les lecteurs et les téléspectateurs, pour d'autres aventures. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. Nous recevions Abdul Edouard Dia, auteur du livre Hermès T ou l'ultime secret d'Akhenaton. Et ce livre sera lancé officiellement en mi-septembre à la librairie 80. Nous demandons à l'Association des éditeurs, l'Association des écrivains, la coalition des écrivains et éditeurs du Sénégal et le collectif des critiques littéraires que dirige le professeur Wali Ba de venir assister à cette grande cérémonie de dédicace. Merci Abdul Edouard Dia de nous proposer ce livre intéressant. Merci beaucoup.